La ville antique de Sardes s'est constituée à partir d'une acropole appartenant au massif du Tmolos, et dominant la riche vallée du fleuve Hermos, appelée actuellement Jeuzie. C'est sur cette acropole que, selon la légende, le roi Mélès aurait construit son palais et aurait entouré la cité d'un puissant rempart. La ville s'est développée sur les dernières pentes de l'acropole et s'est étendue, en tant que ville basse, dans la vallée. À l'est de l'acropole, un peu à l'écart du cœur de la cité, coule une rivière appelée, dans l'Antiquité, Pactole. C'est au bord du fleuve Pactole, dans un vallon dominé par le versant escarpé de l'acropole, qu'était établie l'Artémision de Sardes. Très vite, la ville témoigna d'une grande prospérité, en tant que capitale du royaume de Lydie. Elle le doit d'abord aux richesses naturelles de son environnement immédiat, et en particulier aux mines d'or du massif du Tmolos et au sable, appelé électrum, charrié par le fleuve Pactole, qui contenait un mélange d'or et d'argent, que les Lydiens avaient appris à séparer. On dit qu'ils sont à l'origine de l'invention de la monnaie. En outre, le fleuve Hermos permettait de gagner facilement la mer Égée, en sorte que Sardes devint, non seulement un centre commercial important, mais aussi un foyer d'hellénisation. Sous Crésus, le dernier roi lydien, le royaume lydien s'étendait sur une grande partie de l'Asie mineure, et avait développé des relations étroites avec les cités grecques du littoral. En 547 avant Jésus-Christ, le roi Crésus fut battu par le roi perse, Cyrus. La Lydie fut alors incorporée à l'empire achéménide, et Sardes devint le siège d'une puissante satrapie. Elle fut reliée à Suse, une des capitales perses, par une route royale de 2680 km, ce qui augmenta encore son rôle d'étape commerciale et sa prospérité. Après la conquête d'Alexandre de Macédoine en 334 avant Jésus-Christ, Sardes fut majoritairement contrôlée par les Séleucides de 281 à 188 avant Jésus-Christ, puis par les Attalides de 188 à 133, avant de passer sous la domination romaine. Selon Monsieur Ficret-Yégul, qui a rédigé une étude complète récapitulative des fouilles entreprises sur le site de l'Artémision de Sardes, l'histoire de ce temple se divise en deux phases principales. La première phase se produisit à l'époque hellénistique. La seconde survint au IIe siècle, sous le règne de l'empereur romain Hadrien, et se poursuivit jusqu'à l'abandon de la construction à la fin du IVe siècle, alors que le temple était encore inachevé. Le temple servit ensuite de carrière, puis fut recouvert par les sédiments résultant des glissements de terrain descendus de la montagne, qui ensevelirent la partie est du temple, la plus proche du versant, ce qui permit sa protection. La première phase, d'époque hellénistique, fut probablement initiée, juste après la victoire de Séleucos Ier, sur Lysimaque à la bataille de Couropédion, de -281, et dut être le fait d'Antiochos Ier, et de Stratoniké son épouse, qui avait fait de Sardes, une de leurs capitales. Sur le site, se trouvait déjà un tertre en grès établi sur une éminence, et un autel en tuf, situé en contrebas. Ces deux structures, datant de l'époque lydienne, étaient séparées par une distance d'un peu moins de 60 mètres. La construction hellénistique inclut ces structures, ce qui explique l'aspect inhabituel de son plan. En premier lieu, l'autel lydien fut inclus dans une construction plus large, correspondant à la largeur du temple. Quant au tertre de grès, il fut placé au centre d'une cella particulièrement allongée et mesurant 23 mètres sur 67,5 mètres,
cette disproportion que l'on a qualifiée d'archaïque, est semblable à celle mesurée dans les temples d'Apollon à Didyme et d'Artémis à Éphèse. À l'inverse de ces deux derniers temples, qui étaient à ciel ouvert, l'Artémision de Sardes était couvert, comme le démontre la grande quantité de tuiles de marbre retrouvées lors des fouilles. Cette caractéristique explique la présence, à l'intérieur de la cella, de 2 rangées de 6 colonnes de part et d'autre du tertre lydien, devant servir de support à la statue de culte. Ce tertre mesure environ 6 mètres de côté, ce qui établit une largeur entre les colonnes centrales de 6,70 mètres, qui dut nécessiter une charpente en bois. Par contre, l'entrecolonnement latéral était adapté à des architraves en pierre. La cella était précédée d'un pronaos distyle comportant, en façade, 2 colonnes entre les antes, et de plans carrés. Il possède 2 rangées de 3 colonnes, ce qui le fait paraître plus profond qu'il ne l'est en réalité. Ces pronaos profonds caractérisent aussi les autres grands temples ioniques d'Asie mineure. Enfin à l'est, était construit un opisthodomos de superficie moitié de celle du pronaos. Une autre adaptation dut aussi être effectuée lors de la construction du temple hellénistique, afin de s'adapter au relief en pente vers l'est. En effet, entre le sol d'origine au niveau de l'autel, et le sol du pronaos, il existait une importante dénivellation d'environ 1,70 mètres. Il fallut donc créer des escaliers successifs, qui eurent cet avantage de mettre en valeur le temple proprement dit. À la fin de cette première tranche de travaux d'époque hellénistique, le temple devait se présenter comme un bloc parallélépipédique de marbre, surmonté d'un toit à pignon et à 2 pans, dont les formes géométriques devaient trancher avec le paysage agreste des bords de la rivière Pactole, et des formes tourmentées des montagnes environnantes. Cette structure était évidemment surprenante, eu égard au canon de l'architecture grecque de l'époque et on peut penser qu'elle n'était que provisoire, et qu'il était prévu de faire encadrer le noyau central du temple par un péristyle. À cet égard, il pouvait exister 2 modèles. Le premier modèle était celui des temples d'Artémis à Éphèse, et d'Apollon à Didyme, dont l'architecture était diptère avec 2 rangées de colonnes ceignant la partie centrale. Le second modèle, le temple d'Artémis le Cophryène de Magnésie, construit par Hermogène, et qualifié de pseudodiptère par Vitruve, possédait un péristyle ne comportant qu'une rangée extérieure de colonnes. Cette architecture permettait de créer un large déambulatoire, d'aérer la construction et de développer des jeux de lumière qui mettent en valeur la structure. Étant donné que l'Artémision de Sardes possède une architecture s'apparentant au système pseudodiptère, certains auteurs ont pensé que la construction du péristyle aurait été entreprise à l'époque hellénistique, par imitation de l'architecture utilisée à Magnésie du Méandre. Ce n'est probablement pas le cas, vu le dualisme des techniques de construction. Les murs de l'époque hellénistique sont facilement reconnaissables, avec des blocs uniformes et bien taillés, tant au niveau du parement qu'à celui de l'intérieur du mur. Les trous dans la pierre dénotent l'utilisation de goujons de levage. Par contre, à l'époque romaine, l'intérieur des murs est construit avec un assemblage de pierres irrégulièrement disposées, sauf au niveau des parements, et utilise les trous de Lewis pour le levage, ainsi que des pinces à crochet.
Or cette technique est utilisée pour tous les soubassements du péristyle, ceux-ci doivent donc dater d'époque romaine. Il dut certes se produire un certain nombre de réparations du temple hellénistique d'Artémis après le tremblement de terre de 17, mais le temple resta sans modification majeure jusqu'à l'époque d'Adrien. Celui-ci visita la Lydie en 123, 124 et vint certainement à Sardes. En outre, quelques années plus tard, fut conféré à Sardes, un second Néocorat, distinction qui induisait la création d'un temple dédié au culte impérial. Pour cela, il fut décidé d'établir ce temple à l'intérieur de la cella du temple d'Artémis, et de diviser en deux cette cella, avec création d'un mur au centre de l'espace sacré. Cependant, cette division créait deux espaces inégaux au détriment de la déesse. On entreprit alors de déplacer le mur ouest de la cella d'une dizaine de mètres en empiétant sur l'ancien pronaos. L'ancien mur ouest de clôture de la cella fut conservé dans le remblaiement et a été retrouvé lors des fouilles. Il fut aussi nécessaire de créer une ouverture dans l'ancien mur de l'Opisthodomos permettant de donner accès au temple du culte impérial, et de construire un escalier d'accès afin de rattraper la différence du niveau de sol. Dans la cella du culte impérial, on conserva les deux paires de 4 colonnes d'autrefois. Là étaient dressées les statues de 5 empereurs et de leurs épouses. On peut penser que les empereurs représentés sont Adrien, Antonin, Marc Aurèle, Lucius Verus et Commode. L'Opisthodomos devint alors le pronaos du temple impérial. Selon les archéologues, les colonnes entre les angles de ce nouveau pronaos furent déplacées, laissant à ce niveau un espace vide. En avant du pronaos, fut créé un porche tétrastyle comportant 6 colonnes en saillie. Parmi ces colonnes, 2 sont particulières, elles sont érigées sur un haut piédestal et possèdent un fût cannelé, alors que les autres colonnes comportent un fût lisse. On peut penser que ces colonnes furent déplacées, peut-être de la cella. Entre le mur fermant la cella du temple impérial et le nouveau porche, l'espace était trop ample pour être pourvu d'un toit, il était probablement à ciel ouvert. Enfin, en avant du porche, fut construit le portique du péristyle, comportant un front imposant de 8 colonnes. Ces colonnes, tout comme celles du porche, sont inégalement espacées les unes par rapport aux autres. Les 2 colonnes centrales sont espacées de 7,6 mètres alors que les suivantes le sont respectivement de 6,6 mètres, de 5,4 mètres, et de 5,1 mètres. Selon M. Yegul, c'est un archaïsme qui semble montrer un retour aux traditions architecturales hellénistiques. Ces traditions hellénistiques se retrouvent également dans l'emploi, au niveau des côtés nord et sud, du style pseudodiptère apparu dans le temple d'Artémis à Magnésie du Méandre, construit par Hermogène. Le plan montre, en effet, qu'il existait un large espace entre le mur de la cella et la colonnade du péristyle, conformément au style pseudodiptère. Les soubassements des colonnes subsistent. Les archéologues les ont classés selon que ces soubassements étaient susceptibles de porter des colonnes ou non.
La principale difficulté ou les architectes durent affronter, fut de transposer la structure qui avait été établie à l'est, au niveau de la façade ouest ouvrant sur la cella d'Artémis. En effet, cette structure devait, d'une part, être cantonnée entre le mur arrière de l'autel et le pronaos réduit, résultant de l'agrandissement de la cella ouest, et, d'autre part, comporter un escalier pour rattraper la différence de niveau du sol. Or, l'espace était insuffisant pour réaliser de tels travaux. Il fallut donc improviser. 3 aménagements sont encore visibles. Comme sur la façade est, on dut déplacer les 2 colonnes entre les angles du pronaos. L'escalier qui permettait de rattraper le niveau des sols fut déplacé au nord-ouest, et un mur fut érigé afin de rattraper le niveau entre le sol naturel et celui du péristyle projeté. Enfin, fut commencée la construction du porche tétrastyle ouest, en saillie devant le pronaos. On a retrouvé les bases de 5 des 6 colonnes, par contre, la 6e ne fut jamais construite. Cet ensemble de travaux crée une structure assez surprenante associant une façade est somptueuse et majestueuse, une façade ouest se réduisant à un porche tétrastyle non terminé et des murs latéraux uniformes composés de belles pierres appareillées de marbre. Il est probable que cette structure ne devait être que provisoire puisqu'on a retrouvé des soubassements de colonnes au niveau des stylobates nord et sud, témoignant de la forme ultérieure du péristyle. À quoi aurait pu ressembler le temple une fois terminé? Le dessin présenté n'est certes qu'une hypothèse que présente M. Yegul. Il doit cependant être conforme aux plans élaborés au moment où furent entrepris les travaux du réaménagement du temple à l'époque des Antonins. Il semble bien que l'abandon du rôle cultuel de l'Artémision, en application de l'édit de 380 promulgué par Théodose, ait été effectué, alors que la construction du temple se poursuivait. On a, en effet, trouvé sur le site, des restes de tambours de colonnes cannelées, des bases circulaires de colonnes à décor d'écailles, ainsi que des pierres taillées, prêtes à être posées, et pourvues de trous de Lewis et d'encoches pour les lever. Le site ne fut cependant pas complètement délaissé, comme en témoigne la présence d'une petite église de forme rectangulaire, pourvue d'une abside centrale, à laquelle fut ajoutée une extension, comportant une grande abside dotée d'une triple fenêtre à arcade. Les murs de cette église, alternant des couches de pierres grossièrement assemblées et des strates de briques, forment un contraste saisissant avec les pierres de marbre parfaitement ajustées du temple.